Bonsoir, nouvelle semaine pour le 7-8, votre rendez-vous d'information locale. Nous sommes le 9 juillet et aujourd'hui c'est Sylvie Faucheux qui va nous accompagner. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ancienne présidente de l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines et la nouvelle présidente du pôle de recherche et d'enseignement supérieur des universités Paris-Grand Ouest. Vous allez nous expliquer en quoi cela consiste dans un instant, mais on va tout de même commencer par les chiffres du baccalauréat 2012. Le taux de réussite pour les filières générales est en hausse. 79,3% des candidats ont obtenu leur diplôme du premier coup. La plus forte progression par rapport à l'an passé est à chercher du côté du bac scientifique, plus 2,6%, 86,2% déclarés admis dès le premier tour. En revanche, du côté des filières professionnelles, les filières professionnelles sont à la traîne, 68,8% seulement d'admissibles, une chute de 6,1% par rapport à 2011. Les épreuves de rattrapage se poursuivent jusqu'au 11 juillet. Mercredi, les détails des résultats par académie devraient alors être annoncés. Sylvie Faucheux, juste votre regard sur ces chiffres du baccalauréat. Ça veut dire que le niveau progresse ou qu'au contraire, le bac est plus facile à obtenir aujourd'hui qu'avant? Ça, je ne me prononcerai pas là-dessus. Ce que j'espère surtout, c'est que tous ces jeunes vont choisir des orientations qui vont leur permettre d'avoir une bonne formation, une bonne insertion professionnelle. Mais je ne peux pas me prononcer sur le niveau des jeunes qui ensuite les voyez rentrer à l'université, ces jeunes, vous les trouvez plus qualifiés, moins qualifiés? Je pense qu'ils sont beaucoup plus angoissés que par le passé. Ils ont parfois des difficultés sur des matières fondamentales comme le français. Bon, ça, on peut le déplorer, mais en même temps, je crois qu'il y a une volonté et un sérieux qui est de plus en plus important. Vous restez avec nous. On va parler de vos nouvelles fonctions, présidente du pôle de recherche et d'enseignement supérieur des universités Paris-Grand Ouest. Mais voici déjà le rappel des titres de ce 9 juillet, des titres qui seront développés dans une quinzaine de minutes. Dans l'actu, aujourd'hui, l'Open de France de golf s'est terminé ce dimanche à Guyancourt par la victoire d'un Allemand, Marcel Sim. C'est sa deuxième victoire sur le circuit européen. Le meilleur français, Raphaël Jacquelin, termine troisième à 2 coups du vainqueur. La guérilla jardinière, le nom peut faire peur. En réalité, il s'agit pour un collectif de se réapproprier l'espace urbain et d'y ajouter des éléments de verdure, une note de vert au milieu du béton. Le soleil tarde à venir et pourtant il faut penser en cette saison à prévenir ses yeux des ultraviolets. Les conseils d'un ophtalmologiste, la seule protection ce sont les verres solaires et il faut bien les choisir. RTT, une signification qui peut en cacher une autre. RTT comme Remettez Tongue, une série d'animation proposée à Manille-les-Hameaux, 3e édition qui se termine ce vendredi soir. L'invitée de ce 7-8, Sylvie Faucheux, donc la présidente de ce pôle de recherche qui regroupe les universités de Versailles-Saint-Quentin, de Cergy-Pontoise ainsi qu'une dizaine d'autres écoles et d'instituts. Déjà, expliquez-nous à quoi sert ce PRES, comme on l'appelle, pôle de recherche supérieure, qui a été créé en février dernier. Il est tout jeune. Oui, alors en fait, c'est le dernier PRES créé en France parce qu'en réalité, l'ensemble des régions s'est organisé sous forme de PRES avec un regroupement d'un certain nombre d'universités et d'écoles pour pouvoir avoir une visibilité, une force de frappe supplémentaire, aussi bien en formation qu'en recherche et surtout qu'en termes d'ouverture internationale. L'idée, c'est d'harmoniser l'offre de formation, aussi d'éviter la concurrence entre les deux grosses universités et puis les autres partenaires? Pas seulement, c'est aussi de créer des nouveautés. Par exemple, nous allons créer pour la rentrée 2013 un institut d'études politiques, ce qui aurait été impossible si seule l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines ou seule l'université Cergy-Pontoise l'avait souhaité. En regroupant les forces, nous pouvons ouvrir un institut d'études politiques qui fera partie du réseau des IEP de province. Nous allons aussi créer un institut de la création, par exemple, avec les 3 écoles nationales d'architecture, du paysage de Versailles et l'école nationale d'art de Cergy-Pontoise. Donc là, vous voyez 2 exemples où finalement nous pouvons créer des nouvelles formations, donc ouvrir à tous les jeunes de nos territoires, aussi bien l'ensemble des Yvelines que du Val d'Oise, eh bien d'ouvrir de nouvelles formations et leur éviter finalement d'aller soit en province, soit d'aller à Paris. Donc c'est aussi des nouveautés de ce type-là. Nous pouvons gagner des grands projets de recherche. C'était le cas par exemple avec Patrima dans le cadre du Grand Emprunt, parce que ensemble nous avons des complémentarités. Et puis nous allons ouvrir aussi par exemple un institut Confucius qui va permettre à l'ensemble de nos étudiants, mais aussi à l'ensemble du monde socio-économique de nos territoires, de se former au chinois,
la culture chinoise et puis de permettre des partenariats entre les entreprises françaises qui veulent aller en Chine et les entreprises chinoises qui ont envie de venir sur nos territoires. Donc en fait, c'est vraiment pas dans un objectif de réduction de coûts, hein, comme on pourrait le penser, c'est plutôt dans un objectif d'accroissement de toute la visibilité et de toute l'attractivité de l'enseignement supérieur et de la recherche pour nos territoires. Et ça n'entraîne pas de suppression de postes dans chacune des universités ou chez les partenaires? Non, je dirais que pour le moment, c'est même plutôt le contraire, parce que lorsqu'on crée un institut d'études politiques, il va y avoir des nouveaux postes. Nous allons ouvrir la fac de médecine donc de l'université de Versailles 50 ans en Yvelines, va ouvrir donc sur l'université de Cergy-Pontoise une première année de médecine, donc qui va permettre à ses étudiants donc de se former donc en médecine, en P1 en particulier, sans être obligés d'aller à Paris parce qu'ils ne pouvaient pas venir chez nous hein, pour des raisons de transport. Donc là, c'est avec des postes nouveaux, alors soit qui vont être créés par le ministère, soit sur nos budgets propres, soit parce que nous allons chercher des financements par projet, car je dois dire que nous avons un très fort soutien de nos collectivités territoriales, en particulier le Conseil général des Yvelines, qui soutient par exemple l'Institut d'études politiques, mais aussi la communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines, qui est intéressée par l'Institut de la création. Il y a des partenaires privés aussi qui vous rejoignent? Bien sûr. Donc dans le presse, donc nous avons dans notre conseil d'administration un certain nombre de grands groupes qui d'ores et déjà ont fait savoir qu'ils nous soutiendraient sur des projets. Donc par exemple un projet donc sur une chaire industrielle sur la logistique verte, un autre projet là plutôt sur les Mureaux sur un institut d'efficacité énergétique, et sur le Mantois un institut de l'éco-construction, donc avec des partenaires à chaque fois privés, des grands groupes industriels et les collectivités territoriales. Donc en fait, vous voyez que même pour nos territoires, eh bien, cela permet d'accueillir des nouveaux instituts d'enseignement supérieur et de recherche qu'ils n'avaient pas et qui vont permettre de développer des nouvelles formes de collaboration et aussi de fournir des formations continues pour des personnes qui seraient en requalification sur ces thématiques-là. Et du côté des étudiants, ça va changer quoi concrètement? Un diplôme qui sera plus reconnu aussi peut-être, qui aura plus de poids? Alors, un diplôme qui sera nécessairement plus reconnu parce que porté par, je dirais, plus d'établissements, mais aussi surtout des services nouveaux, notamment international, par exemple. À l'international, nous allons possibilité de faire une partie de sa formation absolument, à l'étranger. Nous allons ouvrir donc 2 bureaux en Chine et nous allons donc, je vous parlais d'Institut Confucius. Donc nous sommes en train de monter des masters donc en anglais qui seront en fait qui seront cohabilités en Chine ou alors cohabilités aux États-Unis. Donc cela, on peut le faire au niveau d'un press parce que à ce moment-là, on a plus de possibilités, plus de moyens pour pouvoir réaliser ce type de projet. Donc voilà, les étudiants, ça leur offrira plus d'opportunités, aussi beaucoup des nouvelles formations possibles. Quand je dis Institut d'études politiques, quand je dis que les étudiants de Cergy pourront rester sur Cergy pour faire un P1 quand même de médecine, pourront avoir accès à un institut de la création comme cela existe dans toutes les grandes universités américaines, eh bien c'est offrir à nos étudiants des parcours supplémentaires et leur ouvrir en fait des nouvelles perspectives. Quel est le défi majeur pour les universités aujourd'hui? Parce que l'objectif c'est d'y répondre. Hein. Alors, l'objectif majeur pour les universités, il y en a plusieurs. C'est réussir l'insertion professionnelle des étudiants. 2, continuer à être vraiment excellent du point de vue de la recherche pour être... Alors, et on sait bien que les classements internationaux sont très critiquables, mais enfin, c'est quand même un critère. Et puis, 3, l'international, car quand même, les universités françaises ont pris du retard dans l'internationalisation de leur formation. Je disais, offrir des parcours complètement en anglais, c'est indispensable si on veut attirer des étudiants étrangers et simultanément faire des cohabitations avec des universités étrangères pour nos étudiants. Et puis quatrièmement, les technologies de l'information et de la communication, où nous avons acquis un fort retard là aussi. Et donc une des missions aussi des presses, c'est l'innovation pédagogique et pouvoir créer des plateformes de formation en ligne qui vont compléter et soutenir les étudiants dans leur parcours de formation. Alors ça fait effectivement beaucoup de priorités. On va voir si les Yvelinois, les Saint-Quentinois ont les mêmes priorités. Quel est aujourd'hui le grand défi des universités françaises? C'est la question que nous vous avons posée.
Moi j'aime bien comme c'est là parce qu'on est proche des autres universités. Je pense que ce serait plus pratique pour les étudiants. Comme ça, il n'y aurait pas des histoires de dossiers à récupérer ou des choses comme ça. Après, pourquoi pas? Enfin, je pense que ce serait mieux. Plus pratique, peut-être aussi pour les étudiants étrangers. Au niveau de la taille de l'université, non, c'est très bien, puisque c'est une fac qui est petite, restreinte, et on est coucouné ici, c'est familial, et du coup les étudiants, moi en tant qu'étudiante, je me sens moins désorientée qu'à la fac de Nanterre par exemple, où j'ai pu faire un semestre. Ça serait d'une part de titulariser pas mal de vacataires parce que cette université, comme d'autres universités, donc fonctionne beaucoup sur des personnels non titulaires. Et donc je pense que ça perturbe en partie le fonctionnement de cette université dans la mesure où la disponibilité d'un vacataire n'est pas la même que celle d'un titulaire. Au niveau de la mobilité, oui, ça serait intéressant quand même que les universités se mettent d'accord, même au niveau des contenus des formations, où parfois il y a un décalage total, on reprend des choses quand on change d'université pour une autre formation, et où en fait on s'ennuie du coup, ou alors on est perdu parce que c'est carrément autre chose et que ça ne correspond pas du tout à une cohérence davantage entre les universités et les contenus des formations. Oui. Je reviens sur juste une chose qu'on a entendue tout à l'heure, université à taille humaine en fait. C'est un petit peu le message que l'étudiante voulait faire passer. Une université telle qu'elle est aujourd'hui, en tout cas sur 50 ans en Yvelines, ça reste à taille humaine, ça ne va pas disparaître. Ça ne disparaîtra pas. L'objectif, c'est pas de tout fusionner sur un seul endroit. Hein. Ça, il y a un projet à côté qui a cet objectif-là. Je ne suis pas sûr qu'il l'atteindra. L'objectif, c'est justement que chacun reste sur son territoire et on ouvre même, vous le voyez, des formations nouvelles sur des territoires qui jusqu'à présent, on peut parler de Saint-Germain-en-Laye, je parlais des Mureaux qui jusqu'à présent n'avaient pas d'enseignement supérieur et de recherche. Donc c'est plutôt, je dirais, on continue à être sur la taille humaine et à être fortement ancré sur le territoire tout en ayant une visibilité internationale. Ça veut dire que chacune des deux universités qui constituent pour l'instant ce presse ou les autres partenaires vont garder leur identité propre? Alors, bien entendu, ils vont garder leur identité propre. Et leur pouvoir de décision aussi? Leur pouvoir de décision, oui, peut-être qu'à terme, mais ça prend du temps ces choses-là, peut-être qu'à terme les mutualisations se feront de plus en plus, et pourquoi pas, peut-être qu'on formera une seule grande université, mais enfin, toujours est-il que même si c'était le cas, on voit bien que chacun resterait sur les territoires, et je crois aussi que nous ne sommes pas là. L'objectif, c'est d'avancer pas à pas, parce qu'on sait trop que d'obliger par des décisions qui viendraient d'en haut de telles fusions, ça ne marche pas. Donc il faut avoir un presse par projet, ce qui est le cas aujourd'hui, et puis les gens apprennent à travailler ensemble, et petit à petit, eh bien, les rapprochements vont se faire. Donc voilà, c'est un premier pas avant d'avoir une super université? Peut-être, mais une super université, vous savez, ça peut être aussi une grande université confédérale où chacun garde son autonomie. Ça peut être différentes formes, mais pour le moment, nous n'en sommes pas là, et je crois que on n'a que quelques mois d'existence quand même, et il faut que chacun s'empare suffisamment du projet, se sente suffisamment à l'aise avec le projet pour savoir ce que dans 10 ans il sera. Mais pour le moment, nous avons je pense, vous avez vu des belles perspectives, d'ores et déjà, donc on travaille dans ce cadre-là. Une dernière question qui concerne l'actualité politique du moment, puisque Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, lors de son discours de politique générale, a annoncé que le gouvernement allait réformer la loi sur les universités pour garantir le bon fonctionnement et l'autonomie réelle des établissements d'enseignement supérieur. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, selon vous? Écoutez, je ne sais pas. Il va y avoir des assises donc, au niveau national qui vont commencer en octobre. Si c'est pour aller vers une réelle autonomie, c'est-à-dire au bout de la loi d'autonomie, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je serais évidemment d'accord, puisque cette loi d'autonomie n'est pas allée jusqu'au bout. Il y a par exemple tout ce qui est le patrimoine, qui n'appartient toujours pas aux universités. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont restées un peu sur le bord de chemin. Donc si on va jusqu'au bout, tant mieux. Donc maintenant, je pense que les assises vont nous en dire un peu plus au fil des semaines, à partir du mois d'octobre. Et puis les assises et donc la loi de programmation qui sera présentée au Parlement, ce sera au début de l'année 2013. Merci Sylvie Faucheux d'être venue sur ce plateau, nouvelle présidente du pôle de recherche et d'enseignement supérieur des universités Paris-Grand Ouest. Merci à vous. Le 7-8 va se poursuivre à présent avec un point sur l'actualité du département, le journal avec Alice Gastine.